Et mesdames, messieurs, bel bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Excellent réveil, excellente matinée. Nous sommes déjà le samedi. Samedi combien? Samedi 8 décembre 2018. Et c'est un plaisir de vous recevoir ici ce matin à partir du 21 boulevard des Martyrs avec l'ensemble de nos invités. Et nos invités, ce matin là aussi, ils seront nombreux. Ils viendront vous faire découvrir leurs univers complètement différents. On va commencer par l'invité de Maya Amrani, Hadia Dali-Chaouch. Elle est maquilleuse professionnelle. Elle a entamé un virage à 180 degrés. Après plusieurs années dans la communication, elle s'est décidée à aller vers un domaine plus artistique. Et ce sera l'occasion de découvrir son parcours à elle, son itinéraire à elle et ses passions à elle. L'occasion aussi de retrouver et de parler de cinéma, le 7e art, avec le Festival international du cinéma d'Alger, avec les journées du film engagé d'ailleurs. Ce sera l'occasion de revenir sur cette édition qui se clôture aujourd'hui, clôture officiellement avec la remise des... Alors, on me dit de ne pas parler sur le micro, ça aurait été bien que sur un micro un peu différent, c'est tout. Alors du coup, la remise des prix, ça se clôture ainsi, mais il y a une séance rattrapage demain. Ça se passe toujours à la salle Ibn Zedoun pour les films hors compétition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parlera d'un film, celui de Akashat Wita sur le plateau. Akashat Wita qui présente At-Tariq al-Mustaqim, le droit chemin. C'est l'avant-première d'ailleurs à l'occasion de cet événement. Akashat Wita qui n'est plus à présenter. Akashat Wita qui intervient avec ce film signé de cette année 2018. Aussi, sur ce même plateau, Jalil Meraska, vous le connaissez, c'est un coach sportif, il est spécialiste en nutrition du sport, il n'est pas nutritionniste, on tient bien à le préciser. Avec lui aujourd'hui, on va parler de l'obésité, de la sédentarité également. On parlera de toutes ces questions liées au quotidien de chacun d'entre nous et à ceux surtout qui ont ces capacités et surtout ces adaptabilités au poids. Enfin, on va y revenir tout à l'heure. On va détailler tout cela tout à l'heure avec Jalil Meraska. Kamal Swig, avec son espace, start-up, pas seul aujourd'hui encore, avec Abdelkader Bourgeg. Il est chef de projet e-pump, à découvrir aussi, ou iPump si vous le souhaitez. Et on finira, ou plutôt on finit ce sommaire avec la thématique avec laquelle on commencera cette émission. On va parler de livres, on va parler d'ouvrages, de beaux livres d'ailleurs, avec Kamel Bouchama. Kamel Bouchama et sa vente dédicace cet après-midi à la librairie d'Elimen. Kamel Bouchama et sa fameuse trilogie de LOL à Caesarea à Cherchel, de LOL à Caesarea à Cherchel, la clé d'Isémis ou encore les Algériens de Bilad Shem, la trilogie sortie enfin, on va la découvrir ou la redécouvrir, parue aux éditions Enag. 3 ouvrages que l'on vous propose ce matin et le 4e, celui-ci, Bajar Hal, la félicité du répertoire andalou, à découvrir aussi avec Kamel Bouchama qui sera avec nous, qui n'est plus à présenter. Alors, Kamel Bouchama et le sport, Kamel Bouchama et la diplomatie, Kamel Bouchama et le FLN, le Front de Libération Nationale, Kamel Bouchama et ses idées bien tranchées sur une vision du pays. En tout cas, Kamel Bouchama, aujourd'hui, c'est l'auteur qui sera avec nous et c'est avec lui que l'on parlera de ses 4 ouvrages et de sa signature cet après-midi. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur le plateau, bienvenue dans la matinale, bienvenue sur Canal. Sans plus tarder, c'est la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et la météo de ce matin, c'est avec Feriel Chir que ça se passe. Feriel, bonjour. Bonjour, Abou Halal, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous, heureuse de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, le soleil s'imposera encore une fois après dissipation de brume, des nuages bas qui restent assez denses vers le centre-est, l'est du pays. Ils apporteront encore quelques faibles pluies au courant de cette journée. Sur la partie sud, rien à signaler. Le temps sera ensoleillé, un temps calme est prévu et voilé en fin de journée. Au Sahara oriental, même chose pour le sud des oasis, on attend quelques nuages sans conséquence vers ces régions, à signaler aussi des soulaments de sable au Sahara central. Les températures, elles restent stables, elles ne bougent pas beaucoup et grâce à la présence du soleil, elles restent très agréables. Au nord comme au sud, on attend 22 à Tlemcen, il fera 19 à Alger, 18 à Annabas Kikda, 17 à Guelma, minimum de 14 degrés à Betna, 15 à Sétif. Sur la partie sud, on relèvera cet après-midi 24 à Béchar, 21 degrés à Biskra, Gardaya et Lizi, 22 à Hassim Saoud, 24 Tamanrasat Janet, 26 Tindouf, Adrar, Ain Salah et un maximum de 29 degrés pour l'extrême sud.
Place ce matin à l'Amérique du Nord. Des températures glaciales sont prévues, des températures négatives avec -8 à Montréal, -1 à Chicago malgré la présence du soleil, 3 degrés seulement aussi pour New York, 4 à Washington, 3 aussi à Topeka, 6 à Dallas, 27 pour Miami, 24 à Mexico, 21 degrés sous un grand soleil à Los Angeles et enfin 7 degrés sous un temps couvert à Vancouver. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 17h32. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 ew.meteo.nz. Je vous remercie pour votre présence. Excellent après-midi. Passez d'agréables moments avec Mahrez. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du temps. La météo vous a été présentée par Mobilis. Encore et toujours pour du soleil, et ça continuera d'ailleurs aujourd'hui encore à la veille du début de semaine, pour nous, hein, mais de l'autre côté de la Méditerranée, à la veille du dimanche. Et bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal. Nous on se retrouve dans quelques instants avec qui? Avec Kamel Bouchama sur le plateau. Kamel Bouchama et sa fameuse trilogie, mais surtout le rendez-vous c'est cet après-midi, ça se passe chez Daliman, et Kamel Bouchama et Bejar Rahal. Cette félicité du répertoire andalou qu'il nous raconte dans son ouvrage. Mais juste avant, un peu de musique. Freaklen, on se retrouve juste après.
C'était Shamsou Friklan avec son groupe d'ailleurs dans cette chanson, pour cette chanson, voilà, on va parler plus juste. Ce matin, excellente matinée à vous tous, bienvenue sur Canal si vous venez tout juste de nous rejoindre. Ce matin, on entame la matinale avec de la littérature, de l'ouvrage, du livre à raconter. Avec qui? Avec Kamel Bouchama, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, très bien. Ça fait un moment que je ne vous ai pas croisé sur le plateau. Eh ben, Qu'est-ce qui se j'attendais passe? votre invitation, voilà. Vous attendiez? J'attends. Mais je vous connais en tant qu'homme pressé, monsieur Kamel Bouchama. Ouais, c'est bien, très Vous êtes bien. un homme pressé, un homme occupé. C'est la raison pour laquelle on ne vous dérange pas souvent. Alors, vous revenez aujourd'hui avec une forte actualité. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas qui est Kamel Bouchama, on va en parler dans quelques instants. Mais on va juste détailler. Vous avez été ministre, vous avez été ambassadeur, vous êtes auteur, vous êtes écrivain. Ça en le reste à vie, comme on le reste d'ailleurs dans beaucoup de choses. Vous êtes un passionné du sport. Vous avez été un cadre dirigeant au Front de Libération Nationale. De toutes ces missions, laquelle vous a le plus, vous a le plus épanoui? Franchement, ce sont toutes les responsabilités qui épanouissent quelqu'un. Ouais. C'est pas tellement. Mais là, je suis épanoui parce que je suis dans mon domaine, celui de la culture, celui du don de soi. Et Ouais. donc, je donne. Non seulement ça, mais je fais des conférences à droite et à gauche. Je viens de rentrer d'une conférence à Mascara où nous avons fait un congrès international sur l'émir Abdelkader, Ouais. où il y a eu des sommités. Donc, j'étais parmi ces sommités. Je cite Olivier Lecourt Grand Maison. Ouais. Il y a eu un Américain, il y a eu un Danois, il y a eu des... Bon, disons une pléiade d'historiens, D'intellectuels venus parler de l'émir. Voilà. Alors du coup, Kamel Bouchama, vous revenez, on va commencer par cet ouvrage, tiens. Oui. On va entamer d'abord avec un ouvrage qui pourrait étonner. Vous parlez de Bejar Hal, la Oui. félicité du répertoire andalou. Qu'est-ce qui vous a mené à... On pouvait s'attendre à tout, on vous connaît, on connaît votre passion et votre plume qui est attirée par l'histoire, qui raconte politique aussi, oui. la politique également, qui raconte le patrimoine d'une certaine manière, qui raconte certaines régions. Mais là, on est un peu étonné par cet ouvrage sur Bejar Hal, la rencontre avec Bejar Hal. Qu'est-ce qui vous a donné envie de la retranscrire? Oui, tout simplement, parce que Bejar Hal, nous sommes amis, Ouais. son mari et elle. Nous nous rencontrons en famille, dans un groupe de famille, et un jour, on parlait de choses et d'autres, et puis je lui ai dit, tiens, Bejar, que penses-tu si je ferais un livre sur toi? Elle m'a dit, tu veux écrire un livre? Je dis oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que justement, j'ai été bon, impressionné, non, mais j'ai été quand même encouragé par le fait que mon ami Tahri avait fait un livre sur Ahmed Serri. Oui. Puis je me suis dit, pourquoi laisser tant de patrimoine partir comme cela? C'est Il cela. faut expliquer ce que c'est que cette jeune dame. Alors j'ai commencé à faire le parcours de Bejar, une fille qui est née le 8 juillet 1962, d'où le nom Bejar. Alors dans la liesse, dans l'euphorie de l'indépendance, elle vient au monde, son père descend à la mairie de Sidi Mohamed. Comment doit-il la nommer? Khadouja, Daouj, Fifi, Mimi, enfin les anciens prénoms algérois qui sonnent vraiment algérois. Et puis il y avait cette Bejar, la Bejar de l'indépendance, et dans une ville qu'on appelle Bejar. Alors il a appelé le Bejar. Ça c'est pour situer un peu ce prénom. Ensuite, donc j'ai écrit sur le parcours de cette dame, sur ses études, sur son conservatoire, sur son enseignement, parce qu'elle était enseignante. Elle a fait biologie, il y a une photo là-bas où elle était prof. Elle a fait prof à Bujo, c'est l'émir Abdelkader, pardon. Elle a fait prof à Abu Attora. Ouais. Elle a fait prof à Notre-Dame d'Afrique, il y a grand lycée là-bas. Et donc, voilà. Et à un certain moment, prise par cette musique qui l'ensorcelait, qui l'a captivé, qui l'a mobilisé pratiquement, qui l'a cintré. Donc, elle a abandonné l'enseignement et puis elle s'est consacrée directement à la musique. Alors maintenant elle fait ses masterclass. Elle vit en France, elle fait ses masterclass. Elle revient très, très souvent en Algérie, bien sûr. Elle fait ses masterclass là-bas. Elle fait la promotion de cet art
l'andalou. Il y a même dans ces masterclass, m'avait-elle dit une fois, des Belges, des Italiennes qui sont venus pour apprendre ce que c'est l'andalou. C'est ça. Et c'est devenu des fans de l'andalou. C'est ce qui vous a donné, en tout cas, c'est un peu ce florilège et tout l'ensemble de ces éléments. Et puis il y a autre chose, oui. Il y a autre chose, c'est que moi je viens d'une famille qui a baigné dans l'andalou. C'est cela. Dans l'andalou, dans la Sanaa d'Alger, nous avons vécu, mon enfance c'était Ben Achour, c'était Khaznaji, c'était Fakharji. Voilà. Et donc je ne pouvais pas ne pas aimer cet art. De plus, quand vous entendez Bahja faire des préludes par des beaux vers, de très beaux vers de Abou Firas al-Hamdani, vous ne pouvez pas rester insensible. Ouais. Elle commence Araka asiya ad-dam'i shimatuka as-sabru ama lil hawa nahyun wa ma alayka nahyu. Donc c'est assez profond. Quand elle vous chante également les Sandin ibn al-Khatib. Ouais. لسان ديال ابن الخطيب جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي jusqu'à la fin. Elle chante également Ben Khafaja. Ben Khafaja, tout le monde le fredonne. يا أهل أندلس لله دركم ماء وظل وأنهار وأشجار إلى آخر القطعة. On est captivé par ce bel art. Et donc, on n'est pas insensible. Et puis, ma foi, c'est notre patrimoine. D'où le titre, la félicité du répertoire andalou. Vous n'avez pas peur de faire des jalouses? Alors, j'ai montré cette image et je suis resté longtemps dessus parce que vous avez parlé tout à l'heure de Sidi Ahmed Serri. Oui. Cette photo, c'est quand Sidi Ahmed Serri lui remettait un présent. Oui, c'est ça. Une récompense. Non, mais c'était ce parallèle que vous avez fait. Vous avez dit, certains ont écrit des ouvrages, et c'est très bien, sur des chantres, sur des ponts de l'histoire de la musique et de grands artistes, mais après leur mort, hélas. Oui. Et vous dites aujourd'hui, il serait bon aussi de le faire du vivant de certains. Et ça, il était important de le souligner. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi un peu cette photo symbolique. Alors, la félicité du répertoire andalou, vous n'avez pas peur de faire des jalouses? Oui, elles sont nombreuses, les interprètes. Oui, des jaloux, il y en a eu. Bon, des jaloux, il y en a eu, mais enfin, de toute façon, moi, quand j'ai écrit tout ça, je ne suis pas propriétaire exclusif de Bahja ni de l'andalou. Vous savez, ça a commencé au cours d'une discussion, comme je vous l'ai dit, chez Madame Amhis d'ailleurs, que je salue, que vous connaissez, que vous connaissez, et que l'on voit dans ce livre, hein. Et Madame Amhis, je lui ai demandé spécialement pour rehausser, parce que c'était chez elle, pour rehausser Bahja Rahal, de me faire la présentation. Madame Amhis, vous savez, c'est une dame qu'on respecte énormément, parce que avec ses ans, avec ses années, ces années avancées dans l'âge, avec ses rhumatismes, avec ses petits bobos comme ça, à droite et à gauche j'allais dire de la vieillesse. Et puis, quand je lui dis, Madame, vous êtes fatiguée, il faut vous reposer un peu. Elle me dit, oui, non, mais je suis en train de prendre des médicaments. Quels médicaments? C'est le travail. Elle écrit. Voilà. Hier, je ne sais pas, je vais le montrer comme ça. Hier, Madame Amhis m'a remis ce livre, Le Vivre Ensemble. Je peux le présenter? Elle le pratique. Elle le pratique. Ne vous inquiétez pas. Elle pratique le vivre ensemble. Elle ne l'écrit pas seulement, mais elle le pratique. Voilà, le vivre ensemble, c'est un petit opuscule qui est sorti. En réalité, c'est tout un article qui est sorti dans un quotidien national, en 2 parties. Il était tellement grand qu'on avait décidé à ce qu'il soit comme opuscule et distribué comme ça, gracieusement. Et ce qui est dit à travers cet opuscule, je livre au lecteur une série de réflexions sur les problèmes qui nous tourmentent tous. Chaque thème effleuré mérite d'être approfondi. L'acte d'écriture constitue un acte de résistance, résister à la volonté d'effacement de la mémoire, une histoire millénaire, admettre que la diversité linguistique est une richesse, si l'on veut avancer, dialoguer sereinement et tenter de régler les problèmes fondamentaux qui freinent toute évolution, il faut remettre l'histoire sur rail, régler rapidement la question linguistique, éviter la falsification et ainsi
ainsi empêcher de graves dérives. Ce qui me paraît essentiel, c'est la réconciliation État-peuple en changeant l'image au niveau de la représentation afin de renforcer le sentiment d'appartenance à une terre, un pays. La fonction de l'État, c'est d'assurer le bien-être du peuple et favoriser le vivre ensemble. Est-ce une utopie de rêver à une Algérie vraiment libre et souveraine? Les utopies, souvent, sont devenues des réalités. Tendre vers le bien, le beau, le juste, se battre pour les idées de liberté, se sacrifier pour un idéal, c'est là tout le sens de l'existence. Madame Johar Amhis Ouksel. C'est très beau. Oui. C'est très beau ce qu'elle vient de dire. Donc nous sommes un peu complices, Madame Amhis et moi-même, dans ces écrits, parce qu'il faudrait que les jeunes sachent qu'il y a du travail dans ce pays. Il faudrait que même les responsables sachent aussi qu'il y a du travail dans ce pays. Un opuscule comme celui-là, ça pourrait paraître très simple, mais c'est très important comme document. Très important comme document. On devait le mettre comme document de chevet, voilà. C'est cela. Il est sorti chez Juba Édition, juste pour le lire. Et elle s'appelle Johar Amhis Ouksel. Alors du coup, on va passer à la trilogie, si vous le permettez, Kamel Bouchama. Alors là, on a eu l'occasion de parler de ces livres à plusieurs reprises. Vous avez défilé sur ce plateau. Oui. Alors ce qui est bien, c'est que malgré la crise du monde de l'édition, malgré la crise du monde du livre, vous continuez, vous persistez, vous vous battez pour sortir vos ouvrages. Vous êtes à la limite éditeur, vous ne les éditez pas, certes, mais vous le dites vous-même, je les prépare jusqu'au dernier point, j'assemble, je prépare, je confectionne le tout, et puis je donne à imprimer à l'éditeur. Absolument. Parce que, non pas vous les méprisez ou vous les critiquez, mais vous connaissez leur réalité. Absolument. Vous connaissez les difficultés qu'ils rencontrent. Alors, les 3 ouvrages que l'on propose aujourd'hui, les Algériens de Bilad El-Chem. Alors, c'est le 3e tome. Hein, ça, c'est le 3e tome. Alors, c'est une trilogie. On va commencer par le premier. Allez, très bien. C'est Yol. De Yol, moi j'ai dit de Lol. Yol, c'est la capitale du temps des Phéniciens. Oui. Voilà. De Yol à Caesarea, à Cherchel. Bah, tu n'as pas fait de latin, hein? Ah ouais, non. Voilà. Ad vitam aeternam. c'est les petits mots que l'on connaît. Oui. D'accord, alors du coup, les avatars historiques d'une cité millénaire. Bon, oui. Vous connaissez bien Cherchel, vous? Oui, bien sûr. Ah bah. Ce livre, si je l'ai fait d'abord il y a longtemps, c'est pas parce que j'y suis né à Cherchel. Je l'ai fait parce que Cherchel Caesarea a été la capitale de la Mauritanie césarienne, autant pour moi, de la Mauritanie dans l'espace venait de la Tunisie jusqu'à l'Atlantique, jusqu'à l'océan Atlantique. Et donc c'était la capitale de nos ancêtres, voilà, de nos ancêtres. Et de là, avant Jésus-Christ. Et de là est partie une certaine civilisation, avec un roi savant comme Juba II. Je prends le départ à partir de là. Bon, inutile de raconter ce que j'ai écrit dans le livre parce que c'est à découvrir. Oui, c'est à découvrir. Je souhaiterais que les gens qui ne l'ont pas eu bien avant ce jour, qu'ils le prennent et qu'ils le lisent parce que dedans, ils vont savoir qu'il y a eu un empereur romain qui est parti de Cherchel, qui s'appelle Mokran, et qu'on a romanisé, latinisé, et qu'on a appelé Macrinus, Césarianus, Severius, Imperator, voilà. Donc, il y a celui-là, il y a Emeritus, qui était l'adjoint de Dona, il y a Épritien, qui était le grammairien de Rome et de Constantinople. Tout cela vient de chez nous, Donc, c'est une pléiade de savants, de gens illustres. Ce qui est malheureux, vous savez, tout en présentant des livres pareils, on attire l'attention des autorités locales. À Cherchel, il y avait la rue Juba, il y avait la rue Pritien, il y a eu la rue Macrinus, à Mokran. Et tout cela a disparu. Pourquoi? Oui, parce que on a pensé que c'était des, comment on les appelait, les Gaouri. Il y a quelqu'un en 62, il a dit, écoutez, général ta France. Il s'agissait de Juba, de Ptolémée, bon, ce sont des enfants du terroir. Plus loin dans l'histoire, ça racontait une autre part de l'histoire du pays. Ce sont des gens du terroir, des gens de chez nous, des berbères de chez nous, d'une part. De l'autre part, nous les avons enlevés. Vous allez en Grèce, à Athènes, vous trouvez la grande statue de Juba II.
qui est de chez nous. La grande statue parce qu'il le considère comme roi, roi savant, roi très en avance sur les rois qui existaient pendant ce temps-là. Et il était jalousé, aussi bien en Grèce qu'à Rome. Voilà, alors je laisse le lecteur découvrir autant de choses dans ce livre. Alors le deuxième, bien sûr. Alors le deuxième, c'est la clé d'Izmis. La clé d'Izmis. Mémoire anachronique de l'Andalousie perdue. Oui, alors là, ces gens-là qui ont fait une partie de la civilisation dans le bassin méditerranéen, ils restent dans le bassin méditerranéen, ils partent, ce sont nos Berbères, nos ancêtres qui partent en Andalousie. Bien avant que les gens bien avant que les Omeyyades ne viennent, ou les gens de Quraysh. Ce sont les nôtres qui sont partis en Andalousie. Ce sont les nôtres qui ont ouvert l'Andalousie. Et là, Izmis, c'est quoi? Izmis, c'est un nom que j'ai inventé. Il fallait créer un nom berbère. On ne disait pas, il n'y avait pas Mahdi, il n'y avait pas Sami, il n'y avait pas, pendant ce temps-là, c'est en 711, il y avait des noms berbères. Les noms berbères, alors je me suis dit, bon, la clé d'abord, c'est quoi? La clé, mon grand-père maternel m'a montré quand j'avais 10 ans, 11 ans, d'ailleurs, je venais à peine de rentrer au lycée ici à Alger, il m'a montré une clé comme ça, très grande. Alors il m'a dit, tu sais Kamel, ça c'est le Meftah anta Darna, notre maison. Je lui dis, Darkoum. Darkoum c'est où? Il me dit, Darna anta Espagna. Comment? J'avais rien compris. À 11 ans, 12 ans, j'avais rien compris. Ensuite, il m'a dit l'Andalousie. L'Andalou, pour moi, c'était quoi? C'était ces émissions qu'on mettait, que la France, heureusement d'ailleurs, mettait entre midi et demi et 1h30. À la radio. Est-ce que pour RTF. Oui, est-ce que pour bercer les gens, mais en tout cas, on entendait l'andalou, et puis quand il m'a dit l'andalou, je voyais la musique. Alors que je ne comprenais pas l'Andalousie. C'est une clé, parce que mon grand-père maternel est une famille qui vient de l'Andalousie. À Chachel, il y a eu 1200 familles andalouses qui sont revenues chez eux, peut-être, après la Reconquista. Donc 1200 familles. Et la clé, je l'ai vue. Je l'ai cherchée bien après l'indépendance. Bon, la clé a disparu. Mais je me suis dit, la clé d'Izmis. Izmis, j'ai inventé. Izm, en berbère, veut dire le lion. Oui. Alors, Mimmis Izm, le fils du lion, j'ai mis le préfixe comme suffixe et j'ai créé un nom qui s'appelle Izmis. La clé d'Izmis, et c'est un roman historique où tout est vrai. Tout est vrai, c'est Izmis qui est là à travers les siècles, de 711 à 1492, ce fameux jour où nous avons baissé les bras, où nous avons remis les clés à Isabelle la catholique. Ça, mais il y a du vrai. Tout ça, c'est vrai. Alors, juste une petite question, et puis on finira avec cet ouvrage. Existe-t-il aujourd'hui des garde-fous de l'histoire, des intellectuels algériens qui peuvent se permettre aujourd'hui de corriger des livres comme les vôtres, par exemple? On a l'impression que... D'ailleurs, ça ne vous concerne pas directement, hein, mais ça concerne aussi ce que disait, ça m'a fait réfléchir, enfin la question est inspirée de ce que disait Joram Hiss dans cet ouvrage, dans cet opuscule. Alors elle dit à un moment, il faudrait dire la vraie histoire, réconcilier les gens avec l'histoire, ne pas effacer l'histoire, lutter contre les falsificateurs de l'histoire. Et à ce moment-là, je vous pose la question, je vous dis, effectivement, vous êtes plein de bonne volonté, il y en a d'autres qui l'étaient un peu moins il y a quelques années, chacun a raconté sa part de l'histoire, que ce soit durant la guerre de libération nationale, comme l'histoire d'avant n'a pas peu intéressé, contrairement à vous, qui vous a intéressé beaucoup plus. Alors du coup, mais existe-t-il aujourd'hui des comités, des intellectuels, des noms comme ça qui émergent de la société et qui, eux, ont et détiennent une véritable connaissance de l'histoire? Oui, certainement, il y a beaucoup de gens qui dites connaissent certainement, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun débat. Vous savez, si ce n'est les débats populistes politiques, quelquefois ils sont bons, d'autres fois le sont moins. Je pense que vous êtes mieux placé que moi, vous êtes dans la politique, vous savez ce que c'est. Non, vous savez, je vais vous dire, Mahrez, je vais vous dire. On ne voit plus de débat sur l'histoire ni la culture. Non, je vais vous dire. Les historiens existent, les gens de bonne volonté existent, sauf que certains, et je m'en excuse,
de dire cela. Certains n'osent pas, ils sont pas audacieux, voilà. Ouais. Ils sont pas audacieux pour aller au-devant de la vérité. Ce que j'ai écrit, d'ailleurs, vous me rappelez quelque chose. Il y a une dame, une fois j'avais présenté les Algériens de Bilal Cheb, que j'ai repris entièrement. J'ai mis énormément d'informations, d'autres informations, de nouvelles informations. Elle m'a dit, voyez-vous, M. Bouchama, ce que vous nous dites là, c'est très important, c'est très fort. Mais avez-vous des références, avez-vous des moyens par lesquels vous allez justifier ce que vous venez de dire? C'est ça. Et j'étais à côté... Vos sources. Non, ça c'est le complexe, je m'excuse, là, le complexe. J'étais à côté de Corinne Chevalier qui a présenté avant moi, La Nuit du Corsaire. Je lui dis, madame, j'ai deux possibilités de réponse. La première réponse, c'est de ne pas vous répondre. La deuxième réponse, oui, c'est d'être violent avec vous, et comme vous êtes une dame, je vous respecte, je ne veux pas le faire. Oui. Violent verbalement, on l'aura compris. Mais quand même, je vais vous le dire. Oui. Alors, ce que je vais vous dire, est-ce que cette question, vous l'auriez posée à Corinne Chevalier? Et elle était à côté de moi. Ça, c'est le complexe de l'étranger, je pense. Voilà. Oui. Oui. Est-ce qu'une question comme celle-là, vous auriez pu la poser à Benjamin Stora s'il était avec moi, et ainsi de suite. Bon, moi, Monsieur Bouchama, vous comme, je pense que vous, beaucoup plus que moi, mais j'ai eu l'occasion de modérer pas mal de conférences. Oui. On le sait très bien, quand il manque du temps, on va toujours zapper les Algériens et laisser la parole aux étrangers. C'est ça, c'est vrai. Et on cache tout cela en maquillant un peu, en disant oui, mais c'est notre capacité, c'est nos valeurs d'accueillir, de ne pas égratigner l'autre, et puis, puis maintenant on peut toujours... Non, mais ça, je vous comprends. Laissez-moi au moins un peu de temps. Chaque fois que je viens ici, j'en sors un peu frustré parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous allez me laisser dire ce que je voudrais dans le cadre de l'écriture de l'histoire. Alors là, moi, dans mes livres, il n'y a pas une information nouvelle que j'ai écrit dans mon livre si je ne l'ai pas à maintes reprises justifiées par des références qui sont de chez nous, qui sont d'ailleurs, je disais tout à l'heure à une de vos dames qui passait au plateau, elle était en train de se maquiller, je lui dis, vous êtes belle madame, mais pourquoi vous maquillez? Puis je lui dis, non, pourquoi? Et Dieu a dit, et Dieu l'a maintes fois remise à l'œuvre. Alors moi, évidemment, je remets chaque fois, j'écris et je remets chaque fois. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Je vais au fond des choses. Là, dans les Algériens de Bilal Cheb, je parle de Sidi Boumediene. Oui. C'est lui qui a conduit ces Berbères qui sont partis à Jérusalem, qui sont partis à Bilad el-Shem, qui ont combattu contre les croisés, qui ont été vainqueurs et qui sont rentrés vainqueurs à Jérusalem. Et Sidi Boumediene a été amputé d'un bras le 4 juillet 1187. Djilal Issari, que je salue, un historien, un grand historien, il l'a écrit. D'autres l'ont écrit. Mais moi, quand j'étais là-bas, en Bilad el-Shem, j'ai profité pour appeler Yasser Arafat, mon ami, Allah yarhamou. Je l'ai appelé. Il a donné ma question à un bureau de recherche palestinienne, ou un bureau de recherche palestinien où il n'y a que des pontes, des grands docteurs, des grands savants qui font des recherches. Et bien après 4 mois, on m'a répondu par écrit. Effectivement, Salah ad-Din al-Ayyoubi a été amputé d'un bras et son bras est enterré à Jérusalem. Donc je ne peux pas dire des choses. Quand j'ai dit là dans un plateau et à la radio que le mur des lamentations appartenait aux Algériens ou aux Maghrébins, mais notamment les Algériens, on m'a dit mais de qui as-tu cela? Vous savez que je le savais parce que j'étais là-bas à Damas. À Damas, je n'ai pas fait que des réceptions. C'était mon métier d'ailleurs. Mais je n'ai pas fait que ça. J'ai fait beaucoup de recherches. Et voilà qu'à partir d'un séminaire international à Béjaïa, il y a 3 ans, où j'exposais sur le waqf, le legs de Sidi Boumediene, il y a, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ses biens. Et voilà qu'un Américain, un jeune Américain qui fait un doctorat sur le waqf de Sidi Boumediene. L'Algérien ne le fait pas, mais c'est l'Américain. Il a essayé par le Hajj Google. Il m'a vu là dans cette émission. Il a vu avec des responsables ici que je ne nomme pas d'Alger. On lui a donné mon adresse. Il est venu et il m'a apporté. C'est Mahrez,
Deux documents. Deux documents que je garde à la maison, que je vais donner au Centre des Archives nationales, et qui disent et qui attestent que ce mur nous appartient. C'était l'ambassadeur de France qui écrit à Golda Meir en 60... On est à quelle période là? Pardon? On est à quelle période là? 62. 1962. L'ambassadeur de France en Israël, qui écrit à Golda Meir, qui lui dit le conflit qu'il y a entre la France et Israël concernant le mur, concernant les biens du Waqf de Sidi Boumedienne, je vous demande de retarder un peu ce procès. C'était en 62, la fin 62. Et puis voilà que quelques mois après, le même ambassadeur qui envoie à son ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Couve de Murville, lui disant que suite à vos instructions, j'ai contacté les autorités israéliennes, ils ont répondu par l'affirmative, mais maintenant que les Algériens ont tué leur souveraineté, il faudrait que le dossier revienne aux Algériens. C'est ça. Mais ce que je vous propose, hein, sur un sujet aussi bifurquant, parce que là on est complètement sorti de votre signature de cet après-midi, c'est de revenir vraiment et de revenir sur les faits historiques qui relatent cette partie de l'histoire. En tout cas, Kamal Bouchama, moi je vous souhaite beaucoup de succès pour cet après-midi, et beaucoup de monde surtout. Ça se passe chez Daliman, à Cheraga. Non, d'autant que c'est la fin de l'année maintenant. Si les gens veulent faire des cadeaux à leurs enfants ou à leurs amis, c'est très très important. Vous savez, la littérature, c'est fabuleux, c'est beau. Voilà. Et on rappelle l'événement, c'est cet après-midi, c'est à quelle heure? À partir de 14h. À 14h. Je vous sais un peu frustré de la durée de l'interview. Non, mais je ne fais pas. Mais que les gens sachent, je ne fais pas de la publicité, parce que moi, je n'ai jamais été mercantile ni matérialiste. Hein, vous savez, ce que je voudrais, c'est que ce coffret et ce beau livre soit chez tout le monde. Voilà. C'est une partie de l'histoire de notre pays, il est important de la connaître aussi. Merci Kamal Bouchama, merci d'avoir été là. Quant à nous, on va s'intéresser à une exposition. C'est l'exposition Digitech Algérie 2018. Ça se passe au Palais de la Culture. C'est Soumaïa Zelouali qui nous raconte tout cela. Il y a une partie au Palais de la Culture et une autre partie à la SAPEX. À découvrir, on se retrouve juste après. Merci. Merci beaucoup. Digitech Algérie 2018, une manifestation qui se veut un nouvel espace technologique visant à mettre en exergue les dernières techniques intégrées afin de développer les compétences des entreprises, voulant faire de la numérisation un atout au service des citoyens. Nous voulons innover, créer quelque chose de nouveau en reliant les entreprises de façon à mettre en place un réseau permettant d'échanger les expériences. Plus de 100 startups algériennes spécialisées dans la technologie numérique contribuent de manière active et efficace à la concrétisation sur le terrain du projet Alger Ville Intelligente dans le cadre du plan stratégique d'aménagement et d'urbanisme de la wilaya d'Alger. Nous proposons divers services tels que le cloud, HBBTV, l'OTT ou encore le streaming qui sont des services en rapport avec la télévision numérique. On donne la possibilité aux taxieurs de travailler sans payer aucune commission. On a un accès illimité à la plateforme. Donc on a la triple play, donc on a la box pour internet, pour la télé, le modem pour l'internet et aussi le téléphone fixe. Force est de constater que ces startups assurent un nombre important de postes d'emploi au profit des jeunes. Cette manifestation première du genre donnera une réelle impulsion aux startups en leur permettant d'entrer en contact direct avec un grand nombre d'acteurs économiques, à l'exemple des banques, en vue de financer les différents projets dans le cadre d'Alger Ville Verte. Voilà, Alger, ville intelligente, Alger, ville verte, Alger, son Digitech, on en a parlé ce matin avec... Il y a eu l'Afritech et le Digitech au passage. On en a parlé ce matin avec Soumaïa Zelouali. Excellente matinée à vous tous. Là, on s'intéresse aux startups, comme tous les week-ends avec vous, Kamal Swig, bonjour. Bonjour Mahrez. Après Algeria Startup Challenge, vous allez revenir cette fois-ci sur le DZ Clean Energy Challenge Days, on en avait parlé la semaine dernière aussi d'ailleurs. Absolument, nous revenons parce que c'est important et nous voulons également tirer vers le haut. Nous voulons inviter des étudiants, des lauréats pour vous expliquer leurs projets et pour nous donner envie aussi. Alors nous allons inviter aujourd'hui deux
start-upers, 2 lauréats qui ont gagné. Nous n'avons pas pu avoir le premier prix, il est à Tlemcen. Le deuxième, il est à Constantine. Donc, il nous a fait une brève vidéo. Il s'agit de Sami Chegar. Il a présenté le projet Pamper Tech. C'est une poubelle intelligente, souvenez-vous, on en a parlé la semaine dernière. Il nous explique aussi cette semaine, c'est un anglophone, il a fait un effort pour parler en français. Il nous explique son projet en quelques secondes. Écoutez. Alors, ce qui est de mon projet ProperTech, c'est une solution intelligente pour la gestion des déchets. Et juste pour garantir un cadre de vie plus sain aux citoyens, il est basé sur l'Internet of Things et aussi l'apprentissage automatique. Elle intègre 3 composants. Une partie matérielle, alors juste on ajoute quelques composants à notre poubelle, et aussi une partie logicielle qui gère tout ce système-là, et aussi une application mobile pour faire la sensibilisation pour les citoyens. Le troisième lauréat est parmi nous, Mahrez. Il s'agit de Bourgag Abdelkader. Son projet, c'est iPump. Et vous êtes en binôme donc avec Idriss Rouja Nabil. Est-ce que vous pouvez nous faire un pitch comme vous avez l'habitude de le faire dans les Startup Weekend? Allez, même pas une minute, vous allez nous expliquer votre projet, iPump. Premièrement, bonjour à vous, merci pour l'invitation. Donc, à travers notre système iPump, nous avons essayé de résoudre un problème de la difficulté d'extraire et d'utiliser les eaux souterraines. Donc, classiquement, la solution, c'est d'utiliser une pompe alimentée par l'énergie, par réseau électrique ou bien par le groupe ADSL. Donc, notre solution, c'est d'utiliser l'énergie solaire photovoltaïque d'un côté et de l'autre côté le développement de la technologie représentée par les systèmes IoT, Internet of Things, pour réaliser une pompe qui pompe de l'eau et qui peut être contrôlée par une application mobile de l'utilisateur. Très bien. Est-ce que vous avez une idée sur le prototype? Est-ce que vous l'avez réalisé? À propos de prototype, nous n'avons pas pu réaliser le prototype à cause de manque de financement, mais nous avons essayé de faire des études sur des logiciels de simulation, ce qui donne une idée sur la faisabilité technique du système, sur la durée de vie, etc. et d'autres facteurs. Alors on est là pour présenter votre projet. Si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est que vous avez gagné, c'est que votre projet tient la route aussi. Est-ce que vous maîtrisez la technologie aujourd'hui, même si vous n'avez pas réalisé le prototype? Parce qu'on sait que c'est dans certains cas, la réalisation de prototypes demande un financement. Est-ce que vous maîtrisez la technologie aujourd'hui pour vous lancer dès demain à travailler sur un prototype? Ok. Donc nous sommes une équipe de 2 pour le moment. Je suis un futur ingénieur en informatique de l'ESI et mon coéquipier c'est un ingénieur en réseau électrique, Nabil Rouja. Donc je pense qu'on a les compétences techniques et le bagage pour lancer et maîtriser cette technologie, mais on va recruter notamment d'autres talents pour renforcer notre équipe. Alors, la question que je pose à tous les start-upers, notamment les lauréats, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez gagné la 3e place, vous avez reçu un chèque ou c'est juste une incubation? Donc, les trois premiers projets vont être incubés chez l'ANVREDET, l'Agence nationale de valorisation de recherche et de technologie. Donc, ça va être des formations sur tous les domaines pour la création d'entreprises, le marketing, finance, management de projet. Donc, ça va être aussi de coaching. Pendant combien de temps? Pendant une année? Je n'ai pas de détails sur ça. D'accord. Dites-nous, pour aller vraiment, pour donner envie aussi à ceux qui nous regardent, peut-être qu'il y a des potentiels financeurs, qu'est-ce qui va changer? Que va changer ce projet une fois mis à exécution? En fait, notre projet, c'est une solution économique et écologique. Donc, ça va économiser beaucoup d'argent, notamment pour les agriculteurs ou bien pour les industries et pour par exemple, le ministère de l'Agriculture. Donc en mettant en place ce projet, nous voulons économiser ces ressources et notamment oui, c'est ça. Économiser des ressources, c'est un projet qui est viable, qui est réalisable peut-être dans l'immédiat si vous avez des projets. Est-ce que vous avez trouvé un financeur, le nerf de la guerre? Pour le moment, non. Mais nous sommes ouverts à toute proposition, que ce soit par des agences de l'État ou bien par des investisseurs. Est-ce que vous visez un secteur particulier? Vous avez parlé du ministère de l'Agriculture. C'est un projet qui peut pallier à des manques
monstre, notamment dans le sud du pays. Il y a des régions qui souffrent d'un manque extrêmement cruel en matière notamment d'énergie, etc. Donc si on utilise l'énergie solaire, si on installe vos pompes, on va avoir de l'eau et on va avoir une économie en matière d'énergie et on va avoir un gain de temps considérable aussi. Donc est-ce que vous visez un secteur en particulier? Oui, je veux dire que l'Algérie est riche en termes de l'énergie solaire, notamment comme vous avez dit dans le sud du pays. Et notre système donc, va utiliser et va bénéficier de cette énergie justement afin de faciliter la tâche d'extraire les eaux des eaux souterraines et d'économiser les ressources, notamment par rapport au ministère ou bien par rapport aux autres segments de clients. Donc notre système peut être utilisé par des agriculteurs ou bien par des industries qui consomment beaucoup d'eau ou bien par les ministères de l'agriculture. Dites-moi pourquoi Pump-Up va arriver jusqu'au bout, parce qu'on reçoit aussi, on voit beaucoup de projets qui n'arrivent pas malheureusement au stade de la réalisation et la commercialisation. Allez, donnez-nous envie, dites-nous pourquoi, qu'est-ce qui va vous différencier d'un autre projet, pourquoi vous allez aller jusqu'au bout? Ok, je vais vous dire que nous sommes une équipe ambitieuse et nous avons une vision notamment pour exploiter cette énergie et cet potentiel que l'Algérie bénéficie et nous allons... Dont l'Algérie bénéficie, donc l'énergie solaire. Voilà, l'énergie solaire. Ouais. Et notamment sur le plan de technologie, l'avancement des nouvelles technologies, on peut l'utiliser dans le domaine agricole pour augmenter la productivité et la rentabilité de ce domaine. Et peut-être même aussi pour des particuliers qui pourraient être intéressés par un projet pareil. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que c'est votre premier passage télé. Ça va, ça s'est bien passé, on ne vous a pas trop bousculé aujourd'hui. Merci à vous. On parlera la semaine prochaine, Mahrez, de l'introduction du paiement par carte bancaire. Une start-up algérienne a déjà lancé ça. Ça marche à Alger et nous reviendrons aussi dans les prochaines éditions pour parler de l'énergie de la mer. L'énergie de la mer qui va chambouler justement notre mode de vie, notre mode de consommation et notre mode écologique. Merci à vous, merci Kamal Swig, merci à vous aussi, bonne chance pour la suite. Quant à nous, on va s'intéresser au Festival international du cinéma d'Alger avec les journées du film engagé. C'est la grande clôture. Aujourd'hui, ça se passe à la salle Ibn Zeidoun avec le palmarès qui sera enfin dévoilé. D'ailleurs, sur notre plateau, Keshat Wita, lui viendra parler de son tout dernier film, At-Tariq al-Mustaqim. Alors, le droit chemin, c'est l'avant-première d'ailleurs à l'occasion de cet événement, mais ce sera aussi l'occasion de recevoir Nabil Boudra. Alors, lui, il fait partie du jury de cette nouvelle édition. Alors, séance rattrapage pour demain, si vous allez rater le palmarès. Demain, il y a 3 projections, 14h, 16h et 18h30 à la salle Ibn Zeidoun. Mais c'est les films hors compétition. Nous, ce qu'on va faire en attendant de recevoir nos invités, on va suivre cette petite boucle et puis on se retrouve juste après. Allez, on y est, on revient, on va parler cinéma, si vous le permettez, Festival international du cinéma d'Alger avec les journées du film engagé. Alors aujourd'hui, c'est la grande clôture, comme je vous le disais il y a quelques instants. Demain, c'est la séance rattrapage pour les films hors compétition. Ce qui nous intéresse, c'est de revenir sur 2 faits majeurs de ces 24 dernières heures. D'abord, le film d'Okasha Twita. Bienvenue à vous, monsieur Twita. Bon retour sur le plateau de la matinale. Bonjour. Alors, vous revenez avec At-Tariq al-Mustaqim, le droit chemin, qui a été projeté hier pour la première fois. On en parle avec vous dans quelques instants, si vous le permettez. Nabil Boudra, alors vous faites partie du jury de cette édition 2018.
C'est ça. Alors, vous êtes sur les deux catégories, vous avez... Non, je suis dans le jury fiction. Dans le jury fiction, on va y revenir dans quelques instants, même si on le sait, quelquefois faire une interview à un membre du jury à la veille d'une cérémonie de dévoilement du palmarès ne sert absolument à rien, si ce n'est même à partager quelques sentiments et ressentiments, on ne peut même pas se prononcer dessus. Minimum. Au minimum. Et d'ailleurs, on avait la première. Sincèrement, j'ai trouvé ça bizarre qu'on soit face à face, alors que vous pensez l'influencer d'une certaine manière à cacher Twitter? Oui, mais je sais plus. Non, je crois pas, mais ça se fait pas normalement dans les jurys normaux. C'est bon enfant, on va dire. Mais bon, donc vous n'avez pas le droit de parler. Ah bah très bien. Ah bah d'accord. Oui. Je dis rien alors. Vous pourrez dire la même chose. Il pourrait vous dire la même chose, monsieur Twitter. C'est comme à la veille d'une élection, les candidats n'ont plus le droit de parler quelques jours avant l'élection finale. Alors du coup, monsieur Twitter, on va en parler. Hier, vous avez présenté votre film Tariq al-Mustaqim. Alors Twitter, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous vivez entre les deux rives de la Méditerranée. Vous avez réalisé des courts-métrages, des longs-métrages. Votre carrière, il faudrait la résumer en plusieurs heures, voire plusieurs livres et plusieurs tomes. Mais ce qui est sûr, c'est que parmi vos derniers travaux, c'était l'adaptation d'ailleurs de Yasmina Khadra, Morituri. Et puis là, vous revenez avec Tariq al-Mustaqim. Comment a été perçu votre film? Comment était la salle suite à la diffusion de votre film? Sincèrement, c'est pour la première fois que je le vois moi aussi mixé. Le public était très très éveillés, bien, ils ont adhéré au film. Donc à la fin, j'étais vraiment surpris parce que ça convient, je pense, à ce public jeune. Alors vous prenez surtout une thématique d'actualité. Hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, la thématique, c'est tout simplement alors. Comment le dire? Osez le dire, c'est la corruption. Non, mais avant la corruption, j'avais parlé d'abord du domaine, parce que pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait un domaine de corruption. Alors ça peut être les banques, ça peut être les finances, ça peut être les impôts, ça peut être... Et là, c'est le terrain. C'est absolument... Là, c'est le foncier qui est à l'honneur, la spéculation foncière. C'est une histoire algérienne. C'est une histoire algérienne. Absolument. Et pourquoi? Pourquoi ce thème? Personne n'est sûr d'être propriétaire de sa propriété. C'est ça. Ça, c'est le point de départ. Et j'avais fait, au fait, lorsque je commençais le scénario, j'ai trouvé un livre d'un Indonésien qui s'appelle Corruption, tout court. Oui. Et ce livre, vous le lisez, ça passe comme ça, une corruption qui est limpide, sans vagues, sans rien. Elle en devient sexy. Quand vous arrivez... À la fin, vous êtes scié, mais tout le monde est corrompu. Donc, je pense que la société moderne qui est corrompue. C'est ça qui vous a inspiré Absolument. Oui. Il m'a beaucoup aidé. Oui. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se voit promu à un poste, mais une fois arrivé à la tête de ce poste, il se rend compte qu'il n'est qu'un bouc émissaire dans cette histoire-là, qu'il n'est là que pour être un peu l'homme éventail qui va permettre toutes les dérives possibles et imaginables et qui doit en plus endosser le tout. Tout à fait. Je dis pas plus parce que je l'ai pas vu, parce que c'était hier l'avant-première. Et je dis pas plus parce que ça ne sert à rien non plus j'allais dire spoiler l'histoire de votre film. Alors, il est différent, votre film, alors le premier du dernier, Le Cri des Hommes, que vous avez tourné à Mostaganem, et celui-ci, qu'est-ce qui a changé? J'ai tourné qu'un seul film en Algérie, il y a 30 ans, 25 ans, 30. Non, celui-ci, c'est de nos jours. J'avais fait déjà un film en France qui s'appelle Le Rescapé, il n'est pas nommé dans toute ma biographie. Ce film, il était avant la haine, et c'est sûrement, vous ne l'avez jamais vu, je pense. Et pourtant, il est sorti ici en Algérie à l'époque. Vous parlez de quelle période? C'est un flic algérien qui était... Mais en quelle année? 67.
C'est Twitter. Je suis désolé. Je suis né au milieu des années 80, vous parlez de 67. Non, mais c'est moi qui suis désolé, parce que normalement, un journaliste devrait connaître et lire. On lit Corneille, pourtant Corneille, c'était le 18e siècle. Il est sorti dans les Oui, non, salles mais je vous ici. comprends. Et je voulais me corriger parce que c'est vrai qu'on va lire des classiques alors qu'on n'est pas né à cette époque-là. Oui, non, mais Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais la question que je me pose, c'est Twitter a-t-il changé sa méthode de faire les films? Non, ma méthode, il n'y a pas de changement. C'est juste celui-là, on l'a fait très rapidement. Hein, on l'a fait en 23 jours. Jamais un film algérien il a été réalisé en 23 jours. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les moyens. Ils nous ont bien bloqués. L'administration, j'ai envie de Vous aviez les... Enfin, vous aviez envie de vous venger sur le temps ou Pas du tout. Je ne suis pas de ce genre-là. Non, c'est juste, sincèrement, ça fait partie de la corruption, sans le dire, c'est-à-dire corruption mentale. C'est pas du tout pour l'argent. C'est juste pour te bloquer, pour pas pouvoir laisser faire le film. Mais sinon, on l'a fait en 23 jours. Je suis très très content, très rapidement avec une équipe algérienne, 100% algérien. Oui. Et d'ailleurs, dans votre équipe, on retrouve... Alors, du coup, dans votre équipe, d'abord, Aoukacha Twitter, bon, c'est vous qui êtes à la réalisation, c'est clair, vous êtes au scénario également. Il y a aussi Nadia Char qui est au scriptana. Le DOP, c'est Ahmed Talantikit. Vous avez investi sur un jeune qui brille, hein, qui Absolument, pousse bien. Non, je le connais, Ahmed, c'est mon préféré, c'est bon. Ahmed Najib Lamraoui au son. L'ancien rappeur détenteur d'un studio qui n'a pas émergé, puis un jour il se découvre une passion pour le son cinéma, fabuleux, musicien, c'est bien de le dire. Anis Benallel pour la musique, Elias Hamma et Pascal Alibert au montage, le casting Mehdi Rahmani et Nabil Asli. Vous êtes entouré Non, Asli, il n'a jamais joué avec moi, c'est bizarre. On m'a mis au casting Nabil Asli. Non, il n'est pas lui. Une erreur. Non, il y a une erreur de casting. Mehdi Ramdani ici. Mehdi Ramdani, oui, j'ai découvert exactement le vrai personnage, parce que quand je l'ai vu la première fois, je dis sans lui, je fais pas le film, sincèrement. Alors, il fait partie du Crut à la film. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le Crut à la film. Le Crut à la film, c'est période 2010-2011. C'était un groupe de jeunes. Alors, je vous raconte juste la petite anecdote. 2010-2011, il y avait un groupe de jeunes passionnés par le cinéma, ne faisant partie d'aucun clan, d'aucun ministère, d'aucune épaule pouvant les protéger, qui ont décidé de monter une petite boîte de production qui s'appelait Talafilm Production. Et cette Talafilm Production a fait quoi? Le premier projet, c'était de donner la possibilité à 7 jeunes, n'étant pas du domaine du cinéma, de pouvoir réaliser leur premier court-métrage. Et ils leur mettaient les moyens. Donc ils ont fait émerger des réalisateurs, des comédiens par là même. Et puis c'est comme ça qu'il y a eu la génération Talafilm, d'où les Mehdi Ramdani et d'autres aussi. D'accord, il appartient à ça. Enfin, il appartient, il a fait ses débuts avec ça. D'accord. Ok, chez Twitter, on revient à vous dans quelques instants. Tariq El-Moustaqim, on va parler du jury. Bonjour. Bonjour. Bien. Très bien. Je vous poserai pas la question sur le film de Ok chez Twitter. Non. Je vous poserai pas je vous poserai pas la question sur le Steve Boys, sur Frères Ennemis. Je vous poserai pas le film sur Mélancolie ouvrière, même s'il y en a quelques-uns qui sont pas en compétition, sur La Voix des Anges. Je vous pose la question sur quoi, monsieur le Président? Parce que vous êtes le président du jury, hein. Oui, du comité fiction, oui. C'est cela. On peut parler des documentaires, par exemple, même si je ne les ai pas tous vus. Oui. Sinon, du festival en général. Alors, on peut déjà détailler votre biographie. Vous êtes professeur associé en langue française et études francophones à l'Université d'État de l'Oregon, aux États-Unis, depuis 2009. Vous êtes... 2003, en fait. Depuis 2003. Ah, c'est un Tetris de fausses informations, on va dire. Alors, du coup, depuis 2003... Vous êtes universitaire de haut niveau, c'est ce qui est dit sur vous, que vous avez produit de nombreuses contributions qui englobent littérature, cinéma, musique et autres expressions. Je ne me trompe pas jusqu'à présent, tout va bien? Oui. On peut enlever... Vous avez enlevé quelque chose? De haut niveau, peut-être qu'il faut l'enlever. Ah, bon. Ça relève de la modestie, de votre modestie. Vous êtes un peu comme un Twitter. Alors, parmi vos publications, signalons un ouvrage à paraître cette année, The Films of Merzak Alwesh, Cambria Presse. C'est vrai ça? Vous
Vous avez écrit sur les films de Malzaq Alouache? C'est vrai, donc sur toute la filmographie de Malzaq Alouache, bon, enfin, le titre exact c'est Algeria on Screen, donc l'Algérie portée sur écran, les films de Malzaq Alouache, de Omar Tlatou jusqu'au tout dernier, Vent divin. Il y a eu de bons et de mauvais films. Hein. Oui, je dirais, bon, mauvais, je ne sais pas, parce que moi je les ai tous aimés, à des degrés différents, bien entendu, mais moi j'aime bien. Quand on dit mauvais film, peut-être qu'on pourrait s'arrêter sur l'épisode téléfilm. C'est ça qui a. Ils sont moins intéressants, effectivement, mais sinon, je m'attarde beaucoup plus sur les films récents. Haraga, par exemple, dans lequel M. Touita a joué. Et puis. il est bon à signaler que vous êtes comédien et réalisateur, hein, c'est-à-dire vous touchez à tout. Pour faire la réalisation, je pense qu'il faut jouer. Aussi. Avant tout, pour pas avoir. C'est bien répondu. Et donc, du coup, c'est ce qui vous a fait arrêter sur les œuvres de Malzaq Alouache, quoi. C'est ça, oui. Ouais. Mais bon, c'est un livre fait pour les Américains, en quelque sorte, une façon de faire connaître notre cinéma, et en particulier Malzaq Alouache. Et là, je regrette, je me dis parfois, peut-être j'aurais dû le faire en français pour le public algérien, mais bon, ça, c'est les erreurs du parcours. Alors, du coup... je voudrais revenir. Qu'est-ce qui est une erreur du parcours? Le fait de ne pas le faire en français pour le public algérien. Non, mais vous pouvez toujours le traduire. Oui, peut-être, oui. Ça viendra, et puis vous avez un public anglophone, hein, ça je peux vous rassurer là-dessus, et je vous le dis sincèrement. Aujourd'hui, une chaîne... des mouches avec nous. Alors du coup, non mais aujourd'hui une chaîne comme la nôtre, qui à une époque c'était la langue française, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'intervenants en anglais algériens. C'est bon à savoir. Non, mais vous avez une grande... Et surtout chez la classe estudiantine nouvelle, qui arrive, c'est la génération 2000, qui a accédé à l'université, qui a accédé peut-être avec un programme en arabe, qui a été une catastrophe, on le sait, mais avec un langage en français populaire, mais surtout avec l'anglais. Et ça, c'est le fruit du travail des ISEC, de toutes les associations estudiantines internationales, qui ont fait que, parce qu'aujourd'hui, c'est la langue anglaise qui va vous permettre de pénétrer le monde. C'est ni le français qui s'arrête dans les vieilles colonies, ni l'algérien, qui n'est pas une... Je m'arrête là. Cachet Twitter, si je me fais virer, vous me faites jouer dans un de vos films. Alors du coup, à vos côtés, André Gazu, Kamel Mkessar, Safi Boutella, Yamina Bachir Chouir, qui est le mauvais élève du groupe? Je ne vais pas vous poser des questions sur le film, donc je crois. Non, c'est un bon comité, c'est un bon groupe, on travaille bien, on s'amuse. Moi, je pense que jusque-là, ça a été une bonne expérience. Qui est le plus sérieux? Moi. Qui est le moins sérieux? Qui arrive en retard? En fait, on prend ça au sérieux, donc tout le monde est là. Qui râle le plus? Il y a un râleur, forcément. Moi, parce qu'il faut le remettre à l'ordre, il faut dire, allez, on passe au travail. Nabil Boudra, merci d'avoir été là. Je vous souhaite bonne chance. Hélas, je suis désolé, hein, je ne fais pas vous parler des films, vous le savez très bien, je le sais très bien. Vous savez déjà qui va gagner. Je veux pas savoir qui. Non, parce qu'on décide aujourd'hui. Vous décidez aujourd'hui? Oui. Vous saluerez l'ensemble de vos camarades? Merci, ouais. Je ne manquerai pas. Magnifique. Safi Boutella, qui n'est plus à présenter. Kamal Kessar, à faire découvrir absolument au grand public algérien. Et puis André Gazu, c'est un monstre sacré, quoi. C'est un pour d'histoire du cinéma. Alors, Cachet Twitter, bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine. Si vous gagnez... c'est la baraka. C'est la baraka. Si vous gagnez, vous revenez sur le plateau demain? Inch'Allah. Eh ben, Inch'Allah. Merci au Cachet Twitter. Merci Nabil Boudra. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec qui? Avec tout simplement Djalil Miraska. On va parler de l'obésité. Eh oui, un fait de société mondiale en Algérie aussi, ça tend à le devenir. On en parle avec lui, comment lutter contre l'obésité, comment lutter contre la sédentarité, comment éviter de devenir comme moi, tout simplement. Eh ben, c'est les questions que l'on va poser à Djalil Miraska, et puis Maya Amrani sera avec lui. Mais juste avant, ça tombe très bien, c'est Lamia Boudbouda qui a suivi pour nous à l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle dans les industries agroalimentaires. Lamia Boudbouda nous raconte tout ça, on se retrouve juste après pour la dernière ligne droite. De la formation professionnelle dans les industries agroalimentaires de Blida, Abou Bakr Belkaïd offre une diversité de formations pour la rentrée 2018. Ils sont 356 stagiaires inscrits en mode présentiel, dont 18 stagiaires étrangers et 135 apprentis dans le mode apprentissage, ainsi que 79 inscrits pour la formation qualifiante, ce qui nous fait un total de 570 stagiaires.
les stagiaires sortants, donc ils sont eux-mêmes des enseignants, ils sont des responsables, ils sont des chefs de car dans les industries ou bien dans nos partenaires. 570 stagiaires répartis dans 4 branches professionnelles. Industrie agroalimentaire avec ses 4 spécialités. Contrôle et conditionnement des produits laitiers, fabrication des boissons et conserves, transformation des céréales et contrôle de qualité. Dans ce labo, Madame Ferraga Saïda a 18 ans d'enseignement. Elle est ingénieure en agroalimentaire. Vous avez assisté à un TP de physico-chimique, analyse physico-chimique des aliments pour une section de contrôle de qualité qui sont en S3, c'est-à-dire le 3e semestre de formation. Voilà. On est en train de faire un TP sur l'analyse de l'acidité et grasse de la farine et de la semoule pour estimer son taux d'altération. Ishaq Younes est de nationalité tchadienne. Il fait partie des 18 stagiaires étrangers. Je suis en S3, semestre 3. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons appris beaucoup de choses ici. Et, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, et les dames, l'administration, ils ont tout fourni pour nous. Donc on a tout dans le labo ici, nous n'avons besoin de rien. En plus, on fait les analyses ici pour qu'après, dans les usines, on peut directement s'adapter au milieu. L'autre branche est métier de l'eau et de l'environnement, qui se divise en 3 spécialités. Traitement des eaux, gestion et économie de l'eau et environnement. Le professeur Rachouri Foudil nous explique un peu plus cette spécialité. Cette spécialité, elle relève des métiers de l'eau et de l'environnement. Donc, elle a été lancée en 2003, conjointement avec le ministère de l'Environnement. Donc, pour pallier à des problèmes environnementaux, surtout l'eau. Donc, l'eau, on a remarqué que l'Algérie, elle se retrouve dans une zone semi-aride. Dans certains temps, il y a une sécheresse intense. Donc, l'économie de l'eau, ça relève de protection de l'environnement. Donc cette spécialité a été créée en 2003 pour pallier à ce problème, pour fournir aux entreprises des main-d'œuvre qualifiées qui peuvent participer à l'économie de l'eau, surtout dans les industries qui consomment beaucoup d'eau, même par exemple dans l'irrigation. La branche chimie industrielle et plastique semble attirer d'autres stagiaires. Nous sommes dans un plateau technique où les stagiaires apprennent à gérer un équipement en plasturgie. Les stagiaires là maintenant, après 2 ans et demi, ils vont être c'est-à-dire acquis, ils vont acquis un diplôme de technicien supérieur en plasturgie, c'est-à-dire c'est à eux de gérer, d'exploiter un équipement en plasturgie et de gérer un atelier ou une chaîne ou un îlot d'équipement de production de la matière plastique. حاب يقول باللي كي نقولوا طوندي بلاستيرجي نهضوا على لا ترانسفورماسيون دي بلاستيك d'un état solide à un autre état solide. On parle des différents procédés de transformation. On parle de la transformation de plastique, l'injection plastique, comme on voit l'équipement de l'air Moraya. On parle de l'extrusion plastique, le thermoformage, c'est-à-dire les 3 spécialités, vraiment, c'est-à-dire l'industrie, surtout aussi en Algérie, les tsaqa bzaf, c'est-à-dire. L'activité culturelle et sportive est aussi incluse dans les missions de l'Institut. Une cellule pédagogique expérimentée et une administration à l'écoute des besoins des stagiaires ont réellement porté leurs fruits, car la plupart des stagiaires, à la fin de leur cursus, sont directement injectés dans le monde du travail. Mission accomplie pour l'Institut.
À la bonne heure pour cet institut. Excellente matinée à vous tous. Dernière ligne droite, Maya Amrani, bonjour. Bonjour Mahfouz, bonjour à vous tous. Bonjour à votre invité également, Hadia Dalichaouch, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Jalil Miraska. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous étiez absent la semaine dernière. Oui. On a noté ça. Ok. Ça s'est bien passé? Très bien. Alors, faut dire que Jalil Miraska, quand il est absent, il a une formation le plus souvent. La semaine dernière, c'était sur Nutrition du sport. Nutrition du sport. Il y avait du monde? Oui, comme d'habitude. On fait ça une fois par mois. Donc maintenant, c'est devenu cyclique. Donc c'est une formation continue. Vous la faites où? Et c'est à Alger Centre. Alger Centre. Pas loin justement du studio. Donc c'est à 15 minutes. D'accord. Ouais. Et donc, cette fois-ci, vous avez axé sur quelle question? En fait, thématique, nutrition des activités physiques et sportives. Donc ça concerne le sujet sportif en termes de nutrition. C'est-à-dire, on a plutôt des personnes qui sont sportifs ou qui sont professionnels de la santé. Donc c'est tout ce qui touche au domaine du sport, hein, en fait. D'accord. Sport et nutrition. Hein, donc. Sport et nutrition. C'est ça. Alors du coup, on va commencer avec vous, Maya Amrani. Maya Amrani, vous nous faites découvrir une dame que l'on va découvrir avec vous, qui fait l'actualité depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Alors vous avez changé complètement de cap. C'est la seule information que j'ai. Tout le reste, vous le savez, vous. Alors avant, vous étiez dans le secteur du marketing et de la communication. Vous étiez dans un grand groupe algérien. Justement. Et depuis, c'est Maya qui va nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Converti à la beauté. Alors je préfère que ce soit Dia qui nous l'explique parce que c'est elle qui a fait un choix. Oui. Après avoir été manager, après avoir été vraiment dans les affaires, vous voilà maintenant dans l'artistique, dans la beauté. Pourquoi ? Tout à fait. Au fait, j'avais longtemps réfléchi et c'était suite à une expérience quelques années passées en Angleterre où j'ai effectué mon master. J'avais entrepris une étude sur les femmes entrepreneurs en Algérie et voilà. Et donc j'avais réfléchi et je voulais vraiment embarquer dedans. Je voulais me lancer un défi et créer ma propre entreprise, être mon propre patron. Voilà. Et vous avez fait un choix. Le maquillage, la coiffure, la beauté, le luxe, quoi. Tout à fait. Le confort et le luxe. Tout à fait. C'est ce que j'avais choisi, moi aussi. C'est une passion que j'avais découvert donc à Londres. Et puis, puisque j'aime tout ce qui est artistique, tout ce qui est manuel et créatif, donc je me suis lancée dans ce projet-là. Alors, on est venu vous voir, on vous a vu travailler, on a essayé de choisir avec vous 3 carnations différentes. Pour des maquillages différents. C'est la saison maintenant automne-hiver et les tendances ont changé par rapport à 2018. On aborde déjà 2019 et les maquillages sont tout à fait différents. Et highlighter, etc. Bon, tous ces termes qui nous dépassent. Eh bien, on va, je pense, regarder d'abord les images et comme ça, on a déjà une idée de ce que c'est que le maquillage selon les carnations. Et on y reviendra. Votre nom artistique, c'est The Artist. The Artist. Ah, c'est pas mal. Allez, du coup, on va en parler. The Artist ce matin, Maya Amrani au reportage. Juste après, ce sera Jalil Miraska pour parler d'obésité et de sédentarité. Dia, maquilleuse professionnelle, nous permet de connaître 3 looks différents à travers des maquillages vibrants, expressifs et incontournables pour l'année 2019. Premier modèle que nous allons maquiller, donc il s'agit d'un modèle qui représente un visage fin plus ou moins ovale avec une forme des yeux en monolithe, c'est-à-dire que la paupière, si on voit bien, elle n'est pas très visible quand elle ouvre les yeux. Tu peux ouvrir les yeux s'il te plaît? Voilà. Donc on va travailler au fait l'œil de sorte à ce qu'on crée un peu de profondeur et qu'on agrandisse au fait et on rehausse un peu le regard. Voilà, puis il y aura un travail de teint pour donner un effet bonne mine. Nous allons nettoyer la peau, nous allons la préparer. Voilà, on enlève un petit peu les impuretés. Voilà, on estompe notre base. Là, le travail il va s'accentuer plus sur l'arcade pour créer cet effet optique. Là, pour la profondeur, vous utilisez du marron. Voilà, une nuance dans les tons marronnés, orange un peu. Très bien. Le modèle présente un petit peu des cernes un petit peu vieux dans les tons violets. Donc on va neutraliser ça avec un peu de jaune, un correcteur, avant de passer à l'application de l'anti-cerne.
Sa peau ne présente pas de problème, donc on pourrait utiliser donc un fond de teint qui ne soit pas très couvrant. Là aussi, je vais essayer de créer un peu de profondeur donc au ras de l'œil. On va effectuer un léger contouring donc à l'aide d'une poudre un peu plus foncée. Le regard félin, une manière subtilement élégante de mettre en valeur les yeux étirés de Esma. Par un petit highlight, un petit effet bonne mine, je dirais. Souris. Juste un petit peu sous la pommette. Oui. Voilà, juste pour donner cette air bonne mine. Bonne mine. Donc là, on vient de finir les yeux, donc on va passer à la correction au fait de la peau, puisque voilà, donc elle présente des petits boutons, des rougeurs. Donc je vais essayer de neutraliser ça. Donc j'utilise une base verdâtre pour atténuer les rougeurs. Au fait, comme je vous l'ai dit, tout dépend de la carnation et du sous-ton que nous avons. Parfois, une carnation peut présenter des sous-tons vert olive, jaune, rosé, donc ça dépend. Et c'est selon le diagnostic qu'on effectue qu'on peut déterminer ou conseiller le fond de teint à adopter. Et là, vous appliquez l'anti-cerne. Voilà, tout à fait. Tout le monde a son propre make-up. Voilà. Pour Neriman, à la peau très claire, le regard graphique, les lèvres vermeilles et les sourcils bien ordonnés. Un maquillage riche en couleurs. Là, on a une peau un petit peu métisse, je dirais brune, un peu plus foncée. Une belle peau qui ne présente pas de problème, qui a de jolis traits. Donc nous, là, on va travailler le teint pour le rendre un peu plus uniforme. Voilà, puisqu'on peut voir au fait la dégradation du pigment. Donc, et qu'allez-vous rectifier sur ce visage? En fait, on va essayer d'avoir une couleur bien uniforme parce qu'il y a des zones qui sont un peu plus sombres que d'autres. Voilà. Donc on va mettre en valeur le visage, donc on va travailler un peu plus les lumières aussi et uniformiser donc le teint. Là, je te mets ça. Arrange. Voilà, donc les couleurs que nous avons choisies aussi correspondent parfaitement à la carnation. Voilà, donc on a illuminé un peu plus le regard, voilà, rehaussé un petit peu les joues et avec un petit rosé pour un effet, voilà. Dans les maquillages, les teints, les formes, les styles diffèrent d'une personne à l'autre et la retouche est incontournable. Voilà, c'était Maya Amrani et c'était chez Diart. Diartiste. Diart. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il a pensé, votre mari, de votre changement de cap? Enfin, votre entourage en général. Hein. Alors, ça a été un petit peu très difficile de comprendre. Ça fait être chaud. Être chaud au lendemain. Je change. Je deviens un coiffeur, maquilleur. C'est vrai qu'on ne comprenait pas, puisque bon, je viens de domaines d'activité, comme tu le connais, assez différentes, pétrolier, aéronautique, on ne comprenait pas trop. Mais pour être honnête, je n'étais pas très satisfaite. Donc j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de m'essayer dans un autre domaine, de me développer personnellement. C'était plus un projet pour moi d'abord, avant toute chose. Et voilà, donc j'avais décidé de recommencer à zéro. Alors on va vous poser une question surtout très importante. Oui. Pourquoi il y a ces différents maquillages qu'on appelle le maquillage rock, le maquillage nude, le maquillage highlight, etc. En fait, il s'agit de différentes tendances. Le maquillage, comme on a pu le voir lors du reportage, c'est un maquillage qui peut s'adapter à toutes les personnes, à différentes carnations, morphologies de visage. Et donc, après, on parle de tendance.
Donc le nude, il y a des maquillages qu'on peut porter durant la journée et il y en a d'autres qu'on peut porter durant des événements spécifiques. Donc ça dépend de l'event en lui-même. Justement, la tendance cette année, c'est le rouge cerise. Il ne convient pas à tout le monde, il ne va pas à tout le monde. Comment faut-il faire? Alors, c'est vrai que la tendance de cette année, elle est autour de ces tons-là, puisqu'on est en hiver, enfin en automne-hiver, donc il y a du framboise, il y a du bordeaux qui revient aussi. Le rouge vif reste quand même très classique, mais après, ça dépend de la carnation, bien sûr, de la personne. C'est pas parce qu'on a une tendance, on ne peut pas vraiment suivre la mode, il faut s'adapter à ce que nous avons. Après, il y a plusieurs déclinaisons dans les couleurs et on essaye de choisir celle qui correspond, bien sûr, à notre carnation. Alors, les différents maquillages, cinéma, télévision, podium. Ah oui, alors dans le maquillage, c'est toute une industrie. On a le côté commercial, donc tout ce qui est maquillage jour, événements, mariés, etc. Et puis à côté, il y a l'industrie du cinéma. Donc c'est vrai que c'est un travail beaucoup plus précis, bien sûr, parce qu'il s'agit de créer un personnage. Et donc là, on va aller vers autre chose. Le donc, grimage. Tout à fait, le grimage. On va essayer aussi de conceptualiser le personnage, de faire des maquettes, de développer des prothèses, etc. Vous y touchez aussi? Oui, donc je fais le maquillage professionnel, télé, théâtre, cinéma, mais encore faut-il que l'industrie en Algérie puisse aussi se développer. Je veux dire, en termes de technicité, vous maîtrisez cela. Tout à fait, voilà. Alors, on va parler, vous n'avez sûrement pas des problèmes de poids, hein? Un petit peu, voyons. Il y a la fin d'année qui s'approche, hein. La fin d'année s'approche, les fêtes, donc je m'inquiète. Vous inquiétez pour l'après. Voilà. Mais je vous ai vu passionné par le maquillage. Hein, en fait, c'est pas ça, c'est que c'est bizarre puisque ça fait rappeler un petit peu mon histoire. Moi qui à la base, je suis financier. Voilà. Donc j'ai une licence en finance et j'ai fait une conversion. Donc j'ai fait ce que dans la nutrition sportive. Mais vous savez que statistiquement, c'est les femmes qui ont le plus, dans le monde, hein, c'est les femmes qui ont le plus de courage que les hommes pour faire des changements de cap à 180 degrés. 180, pas 360, 360 c'est revenir sur place, mais à 180 degrés. Et dans cette émission, on a croisé beaucoup de profils un peu comme le vôtre, Madame Deli Chaouch. Alors du coup, c'est absolument cette histoire de j'avais un job, j'avais un métier, j'avais mes diplômes, et un jour j'ai décidé pour moi-même d'aller vers autre chose, et le plus souvent ça réussit. Alors du coup, avec vous, aujourd'hui, nutrition du sport, on le sait, la semaine dernière vous aviez une conférence, c'était à G-Centre, sur une formation, sur cette thématique-là toujours, nutrition du sport. Aujourd'hui, on va parler obésité et sédentarité. Ça va ensemble? C'est ça, oui, ça va ensemble. Donc, quand on parle de l'obésité, on parle du surpoids en même temps. Hein. L'obésité, c'est une pandémie maintenant. Donc, on peut dire que c'est une pandémie, surtout aux États-Unis. Donc, on dit que, une étude a montré qu'il y a c'est 2/3 de la population qui est obèse. Et c'est énorme, surtout les femmes. Ça touche plus les femmes que les hommes aux États-Unis, encore une fois. Après, on va faire cette tendance en Algérie, en tout cas, surtout ces dernières années. Et on a remarqué que la sédentarité joue un rôle majeur dans l'obésité. Il faut d'abord comprendre, avant cela, il faut comprendre le principe de l'énergie, la balance énergétique. C'est-à-dire que pourquoi cette sédentarité, pourquoi cette obésité et quelle est la corrélation entre les deux? On avait parlé dernièrement du métabolisme, c'est-à-dire la personne. En fait, le métabolisme, c'est la somme du total énergétique dépensé ou de la dépense énergétique totale quotidienne, qui comprend bien sûr le métabolisme de base, qui est le métabolisme de survie, le minimum d'énergie pour rester en vie, et qui représente justement 70% de cette énergie totale quotidienne. D'où l'importance par exemple du repos, du sommeil, qui est très important dans la gestion de poids, le sommeil. Aussi donc les activités physiques. Quand on parle de l'activité physique, il y a l'activité physique organisée, c'est-à-dire notre sport qu'on fait quotidiennement selon bien sûr nos objectifs, et aussi l'activité non sportive. On appelle non-exercise activity thermogenesis. C'est l'activité qu'on fait en dehors du sport, et qui peut représenter de 15 à 20% de la dépense énergétique totale. Ce qui est aussi très très important, puisque 15 à 20%, c'est pratiquement ce qu'on fait durant tout au long de la journée, puisque l'activité physique représente en termes de temps, c'est 1 heure, 2 heures maximum dans la journée. Mais après, ce qui reste, c'est si on est tout le temps face à la télé, si on est tout le temps... c'est ce qui fait justement ce problème de sédentarité.
Et on a constaté que les personnes les plus sédentaires, c'est les gens justement qui ont pris cette habitude, puisqu'il y a une question d'habitude, ne pas bouger tout simplement. Donc c'est bouger plus pour augmenter cette thermogénèse, ce métabolisme de base. Pardon? Et pour éliminer? Justement, c'est pour ça que j'ai commencé avec la balance énergétique, puisque la loi, cette loi de thermodynamique fait que quand on est en surplus calorique, c'est là où on prend du poids. Et vice-versa. Donc quand on est en déficit calorique, logiquement on est dans une tendance de perte de poids. Mais derrière, il faut comprendre que c'est toute la dépense énergétique totale. Ce n'est pas juste l'activité physique proprement dite, ou juste, voilà, c'est prendre l'ensemble on va dire des composants de cette dépense énergétique totale qui comprend encore une fois l'activité physique non sportive, mais aussi le métabolisme basal. C'est-à-dire, gérer le stress, par exemple, c'est très très important dans le style de vie de la personne, carrément. C'est-à-dire, si on arrive à mal gérer notre stress, quand bien même on fait notre sport ou qu'on suit une certaine alimentation, bien sûr. Je dirais même que c'est la gestion de stress qui gouverne notre diète et notre entraînement. C'est-à-dire, c'est cette gestion de stress qui, quand on parle de gestion de stress, c'est plusieurs composantes. C'est-à-dire le sommeil, il y a bien sûr la méditation, il y a plein de choses en fait. C'est la gestion du stress. C'est chacun sa manière de gérer son stress en fait. Voilà, donc c'est découvrir par exemple sa passion, c'est aussi très important. Donc faire quelque chose qu'on aime, une activité physique qu'on aime, c'est aussi important. Ça rentre dans toute cette philosophie. Et ça aide à gérer notre poids. Donc ça paraît un peu peut-être cliché ce que je dis, mais c'est ça. Donc gérer son stress c'est très important. Et aussi, je dirais même que cette gestion de stress, si on parle du sommeil par exemple, qui représente 2/3 de notre vie, donc on dort 2/3 de notre vie, c'est pas pour rien. Donc, est aussi très très important sur le plan de la gestion du surpoids et de l'obésité. Oui, donc je réponds à votre question. Effectivement, la gestion de stress a un rôle aussi majeur. Donc la sédentarité, c'est aussi cette société moderne aussi qui fait que il y a cette technologie qui est une arme à double tranchant. Donc les gens maintenant ont pris le pli plutôt tout est accessible, tout est voilà, donc on marche plus, on mange beaucoup. C'est ça, c'est un effet cumulé, voilà, qui fait que avec les gens ils trouvent plus. Du sucre et tout ça. En fait, l'alimentation c'est une partie, mais derrière il y a beaucoup plus de choses. Quand on parle du comportement et du lifestyle, c'est beaucoup plus que l'alimentation ou ce qu'on mange. C'est 8 heures derrière un bureau, 4 heures en face de la télé. C'est plus. En fait, on peut rester. Je m'adresse spécialement aux gens qui travaillent qui ont un job sédentaire. Pour ces personnes-là, il faut trouver un moyen de bouger tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, je dis aux gens qui travaillent dans un bureau, chaque 10-15 minutes, vous vous levez, vous marchez, vous faites, voilà, je sais pas, il faut trouver juste un moyen de le faire et puis ne pas rester tout le temps en face de votre PC. Et puis, exactement, c'est très mauvais, même au niveau cardiovasculaire. On le sait maintenant, il y a beaucoup d'études qui montrent que... Le problème, c'est que les jeunes maintenant restent devant leur téléphone c'est ça, toute la soirée, toute la journée. Tout à fait. C'est vrai que c'est un effet Et je vais vous donner le cas de mon neveu. En une semaine, il a perdu... Maya, pour votre neveu. Et oui, il a perdu 1 kilo la semaine dernière parce qu'il est rentré dans un groupe de sport. En ce moment, ils font du sport au niveau du 5 juillet, au Sablette, et il mange toujours pareil, mais il a perdu 1,5 kg, c'est bien. En 4 jours. Il fallait juste bouger, quoi. Parce qu'il court, il fait les mouvements, et ils ont des coachs. Du coup, vous devez attiser la curiosité de tous. On vous demande si c'est Sofiane. Oui, Sofiane. Alors du coup, on me soupe. On fait un coucou à Sofiane. Très bien. Heureusement que c'était pas un autre défaut, elle l'aurait vendu direct en direct. Oui, tout à fait. Mais c'est valable, c'est vrai, de pouvoir bouger, de pouvoir, comme vient de dire... C'est un état d'esprit. Alors du coup, ce qu'on doit comprendre, bouger, manger, c'est ça? Manger, bouger? C'est d'abord bouger, ensuite manger, c'est lié généralement quand on parle de sport, on parle de nutrition, ça marche ensemble, et gérer votre stress. Voilà, les pages Facebook, YouTube et Instagram, ça s'appelle DZ Fitness et Nutrition. Très bien, pour vous, votre page s'appelle D-Artist, tout simplement. Merci beaucoup, Maya Mrani, pour votre page. Merci allez, ciao camarades, à demain.